première stratégie, je reste dans la forme de pratique scolaire et je rajoute une contrainte. Alors une des contraintes avec lesquelles on joue beaucoup actuellement, ce sont les scores, les multiscores, les scores différenciés, les 1000, 100, 10, 1. Il y a moult systèmes de scores qui permettent d'orienter l'activité grâce au bonus ou grâce au gain que ça peut donner l'activité de l'élève. Alors on pourrait s'attacher davantage à l'indice stratégique numéro 2 qui met en évidence 3 styles de points directs qui peuvent faire l'objet d'une valorisation ou d'un calcul d'efficacité. Alors je rappelle, cet indice stratégique numéro 2 doit, au travers des points directs, mettre en évidence le fait que le point est gagné grâce à la vitesse et à l'utilisation des déséquilibres spatiaux notamment qui sont mis en place dans la FPS. Donc 3 cas possibles qui permettent de comptabiliser les points directs, soit la balle est touchée par l'adversaire mais elle est non contrôlée, c'est-à-dire qu'elle ne revient pas sur sa demi-table. Deuxième point, c'est ce qu'on appelle classiquement un point direct, c'est une balle non touchée par l'adversaire. Et puis troisième cas, c'est quand le point est gagné sur le côté revers de l'adversaire, que le joueur laisse passer la balle parce qu'il ne veut pas faire un deuxième revers, ou qu'il joue son deuxième revers. On peut valoriser de différentes manières ces points, soit en leur affectant une valeur, soit en permettant de gagner le match, soit par le match normal, soit par les points directs, un système de double gain. Soit on peut utiliser des systèmes de score comme c'était le cas avant dans le volley, c'est-à-dire que si on marque par un point bonus, on conserve le service. Autre contrainte possible, la position du serveur qui peut être imposée, 2 touches de balle maximale, ou on peut utiliser une situation qui est intéressante, c'est le 1 contre 2, c'est-à-dire que le serveur joue contre 2 relanceurs qui doivent respecter la règle du tennis de table de jouer alternativement. Donc dans ce cas-là apparaît un nouveau point faible qui est le joueur qui vient de jouer la balle. Donc on voit bien au travers de ces différents types de valorisation et de cette contrainte que l'on va inciter fortement les élèves à essayer de gagner le point par la vitesse. Alors, bien évidemment, on est dans des situations de match et les choix des critères d'évaluation clés sur lesquels va s'attarder l'enseignant vont être, on l'a vu sur les images, l'ajustement, déplacement des pieds oblique pour jouer en coup droit. On a bien vu sur les images d'avant que sur la troisième balle, la joueuse n'avait pas pris le temps de réorienter sa ligne de pied pour pouvoir dégager son coup droit et accélérer. Ensuite, si on est à peu près bien placé, ajusté, il y a des choix qui se font. Le choix de la direction en fonction de l'attitude de l'adversaire, l'espace vide ou le deuxième revers, même choix. Ou soit aussi le type d'action en fonction de la hauteur de balle. Là, je vous renvoie effectivement à ce que j'avais expliqué dans la vidéo concernant l'observation en tout en coup droit. C'est la hauteur de la balle qui détermine si on joue plutôt ce match coup droit ou attaque coup droit. Deuxième stratégie possible, le zoom, pour densifier l'activité, c'est-à-dire qu'on va se centrer sur une phase. Alors là, j'ai pris le cas de la boucle 3 qui porte sur contrôler les revers. Donc dans ce cas-là, on va jouer avec des matchs dans lesquels le retour de service est obligatoire sur le revers. Je sers et mon adversaire doit me retourner sur le revers. Et aussi, l'autre contrainte, c'est 2 touches de balle maximum pour le relanceur, pour gagner le point. Donc ça veut dire que moi, serveur, je dois bien contrôler cette balle qui va me revenir sur le revers après mon service, ce qui est un cas souvent vu, c'est-à-dire que dans cette situation, un seul revers pour mise en jeu, une des stratégies du relanceur, c'est de griller le revers du serveur tout de suite. Donc on est dans ce cas-là. Donc il faut que le serveur arrive à retourner le rapport de force. Pour cela, il faut qu'il empêche le relanceur de pouvoir attaquer. C'est pour ça que on va donner que 2 touches de balle maximum au relanceur. Si moi, serveur qui vais faire le revers, j'arrive à faire un revers relativement difficile à renvoyer parce que la hauteur va être faible, alors le relanceur va être dans des conditions difficiles pour pouvoir jouer sa deuxième touche de balle, donc sa deuxième balle, donc pour lui. Donc en mettant cette contrainte, je mets l'accent sur cette dimension, sur cette qualité d'être remise. Et après, il suffira pour le serveur d'arriver à renvoyer la balle sur la demi-table pour gagner le point. On peut jouer cette situation avec ou sans la consigne un seul revers. Alors si on regarde sur les images ce que ça donne, on voit ici notre serveur qui va donc engager. Donc là, on retrouve des défauts qu'on a déjà vus, c'est-à-dire une balle très haute, donc on sait parfaitement qu'on ne peut pas faire un service rapide à partir du moment où la balle est prise très haute au-dessus de la table. Le relanceur est placé côté revers. Et donc la balle va être envoyée ici. Et on voit bien, ici la balle est envoyée sur le coup droit. Avec, on voit bien un positionnement pied décalé. Donc comme on avait à peu près dit. Donc les choses se passent plutôt bien. Là on voit que la balle revient sur le côté revers.
Voilà, donc la consigne est respectée, revient sur le côté revers. Et là, c'est là qu'il est intéressant de regarder l'attitude du serveur. Qu'est-ce qu'il fait? On voit déjà que le serveur qui était là, juste à l'issue de son service, eh bien, il a reculé d'un pas. Donc il s'est éloigné de la table pour pouvoir jouer cette balle en revers. Ses pieds sont obliques, mais dans le mauvais sens. Logiquement, enfin en principe, en tennis de table, en revers, on joue plutôt les pieds parallèles à la table pour éviter pour diminuer les déplacements lorsqu'on passe de la position revers à la position coup droit. Là, on voit bien qu'on passe d'une position pied gauche devant à une position pied gauche derrière, donc ça prend beaucoup de temps. Donc là, classiquement, eh bien, après pour jouer le coup droit, ça va être difficile. On va rester dans une position qui ne va pas être efficace. Dernière petite image où on voit l'exécution du coup du revers. Donc on va retrouver des choses qui sont voisines de celles qu'on a déjà vues avec la joueuse précédente, c'est-à-dire un plan de raquette qui produit une trajectoire qui est partie pour plutôt être haute. Et du coup, eh bien, on va avoir ici une balle favorable. On va donner du temps. En plus, on va donner une balle favorable au joueur d'en face pour qu'il puisse attaquer la balle. Dans ce cas-là, le savoir visé, il est celui-ci. Il va falloir apprendre aux joueurs, ici donc notre serveur, à contrôler l'énergie de la balle en contre-attaque revers, en réalisant des trajectoires plus tendues ou moins hautes, au-dessus du filet, de façon à gêner l'attaque adverse et ne pas se mettre en difficulté. Il va surtout falloir rester près de la table et accepter de prendre la balle dans la phase montante. On voit que dans les images d'avant, le joueur recule d'un pas. Alors ça, c'est quelque chose qu'il va falloir combattre, rester près de la table et prendre la balle dans la phase ascendante, ce qui veut dire concrètement qu'on va jouer vraiment un geste de contre-attaque, c'est-à-dire un geste dans lequel il n'y a pas de phase d'élan et dans lequel on est dans une logique de renvoi. On ne produit pas de vitesse et on va se concentrer sur la réalisation du geste et sur le contrôle de la hauteur. Il va falloir rester près de la table pour diminuer la distance à parcourir après. Il est évident qu'une fois qu'on a renvoyé la balle et qu'on est à 1,50 m de la table, et bien là, on se met dans une situation où on va avoir beaucoup de déplacements latéral à faire, quel que soit le choix de trajectoire fait par l'adversaire. Donc on se met soi-même dans une difficulté importante parce qu'on est loin de la table. On apprendra donc à contrôler la hauteur du retour. Comme on n'a pas à produire de vitesse, mais à contrôler cette vitesse, quasiment à amortir si la balle elle est rapide, eh bien on va se concentrer sur la question de l'orientation de la raquette et du geste. Rester de face sera le dernier point. Plutôt que d'avoir des pieds obliques, entre guillemets, dans le mauvais sens, comme c'était le cas. Rester de face va me permettre, en plus du fait que je reste près de la table, de pouvoir facilement me déplacer, couper les trajectoires, et donc être dans de meilleures situations pour pouvoir réussir. Au lieu de me mettre en difficulté à cause de mon pas en arrière et en plus d'une ligne d'appui de pied qui n'est pas correctement orientée, là je me mets dans des bonnes conditions pour pouvoir contrôler et faire en sorte que le rapport de force soit rééquilibré, voire en ma faveur. Troisième stratégie, on met en place un dispositif spécifique. Alors là, je vais prendre la boucle 2 de façon à reprendre des éléments qui sont développés dans l'article du cahier du Stripes 17 sur construire un schéma de jeu. Donc l'idée, elle est d'accompagner les élèves d'une manière très forte sur cette construction de schéma de jeu. Alors je rappelle, on est avec des poules de 8 et on va les organiser en 4 binômes. On va appeler un binôme A1, A2, un autre B1, B2 et on va jouer dans la forme de pratique scolaire telle que l'on l'a présenté tout à l'heure. Premier temps de ce dispositif spécifique, il vise à essayer de poser, de mettre au point un schéma de jeu pour A1 et pour A2. Pour cela, on va s'appuyer sur une fiche sur laquelle on va mentionner des informations qui permettent d'identifier ce schéma de jeu. Elle est composée de différents éléments, donc la première chose que va faire le serveur A1, c'est qu'il va choisir la position du relanceur, ici. Alors, donc là, par exemple, dans le cas présent, je choisis de mettre mon relanceur loin, un grand pas, en arrière et au centre de la table. Donc là, on peut dire que moi, en tant que serveur, la petite idée que j'ai derrière, stratégique, c'est que je m'offre une opportunité de pouvoir servir sur le revers du joueur et donc de le mettre en difficulté, soit en lui grillant son revers, ou soit en l'obligeant à un déplacement très important pour venir jouer en coup droit. Donc là, on se retrouve un petit peu dans la situation que j'expliquais avant. Si on est loin ici, eh bien, on a beaucoup de déplacements à faire pour aller chercher la balle suivante. Donc je note, indiquer la direction de la trajectoire du service et son placement. Donc c'est ce qui est fait ici avec le trait rouge continu. Ensuite, on essaye, après avoir fait des essais avec son adversaire partenaire, de voir comment revient la balle d'une manière plus régulière. Est-ce qu'elle revient souvent à un endroit? De quelle manière elle revient? L'idée, c'est de chercher, à l'issue de chaque mise en jeu, de se poser un petit peu et d'essayer de voir quelles sont les régularités qui apparaissent sur le retour de service. Donc le retour de service, là, on peut dire qu'il revient, le receveur ou le relanceur joue plutôt avec son revers et renvoie en milieu de table.
comme je marque ici, le retour de service R1 ou un autre type de retour de service sont souvent liés au choix au fait de prendre le revers ou de ne pas prendre le revers. On va continuer à compléter ce schéma de jeu en indiquant quelle est la direction dans laquelle j'envisage le plus de jouer. Donc là, je prends l'hypothèse, c'est les petits tirets qui sont là, la troisième balle. J'envisage plutôt de rejouer revers de façon à gagner le point, parce que mon joueur ici va plutôt être positionné par là, et donc en jouant sur lui. Mais bon, peut-être que je peux jouer aussi de l'autre côté, donc c'est moi qui vais choisir ce schéma de jeu. Donc on voit bien que là, au travers des trajectoires qui sont mises en rouge, on a là une formalisation de notre projet de gain de points, notre schéma de jeu. Ici, on peut entourer les caractéristiques du service. Est-ce que je vais faire un service rapide ou lent? Est-ce que je vais plutôt jouer de plat? Ou éventuellement, si on a vu avec les élèves, ou si tous les élèves ont déjà vu les services avec des effets rotation arrière, on peut mettre le service coupé ou un autre service latéral. Le plus important, c'est que tous les élèves aient, j'ai déjà expliqué, les mêmes pouvoirs d'action. Une fois que l'on a fait ça, on peut donc compléter ce tableau, enfin cette fiche, avec une deuxième partie de fiche. Donc là, je mets mon nom, et là, je dis si la balle rentre au centre, alors je joue un smash coup droit sur le revers, ce qu'on a marqué sur la fiche, ou si la balle revient, la deuxième balle, le retour 2, je fais l'hypothèse que la balle revient plutôt ici, sur mon coup droit, basse. On pourrait très bien imaginer ce type de retour, qui serait assez astucieux, parce que plus le relanceur renvoie croisé, plus il ouvre les angles, alors qu'ici, si le relanceur renvoie le long de la ligne, eh bien on est à peu près sûr que le joueur qui est ici va être obligé de jouer sur le côté coup droit. Alors je fais une attaque croisée. Donc on a quelque part décrit d'une manière relativement précise le schéma de jeu. Maintenant nous allons passer à un temps 2. Donc là, le temps à répéter est répété en général sur la première leçon et la deuxième leçon, après bien sûr le temps de la mise en place, sous la forme de petites boucles. Et donc A1 et A2 ont chacun un schéma de jeu. Et surtout l'avantage, c'est que si A1 joue, A2 connaît bien le schéma de jeu de A1, et donc est capable de pouvoir le reconnaître et l'observer de manière efficace. On a là, avec ce travail en binôme, à la fois un travail de réflexion tactique, mais en même temps un travail de formation d'observateurs, ce qui va être très intéressant pour le temps 2. On revient dans une forme de pratique scolaire, et l'objectif est de valider les schémas de A1 et les schémas de A2. Le schéma de A1 et le schéma de A2. Les binômes d'une même poule s'affrontent, A1, A2 par exemple contre B1, B2 ou C1, C2. Si on a un match A1 contre B1, les observateurs sont A2 et B2, et comme je l'ai dit auparavant, les coachs sont à même de pouvoir rapidement identifier si le point a été marqué grâce au schéma de jeu qui avait été travaillé. On joue avec des séries de 5 services dans laquelle on demande au joueur A1 ou au joueur B1 d'essayer de placer sur une série de 5 services 3 fois son schéma de jeu. Il y a hors de question d'obliger à faire 5 sur 5, il n'y aurait plus d'incertitude. Donc il y a 2 services. Alors l'ordre est complètement aléatoire et laissé à l'initiative du serveur. On peut avoir ce genre de fiche. Alors là j'ai mis que pour une série de services, donc service 1, 2, 3, 4 ou 5. On voit ici que le premier service, j'ai gagné, mais j'ai pas pu placer mon schéma de jeu et j'ai gagné quand même avec un point vitesse. Par contre, ici, j'ai perdu le point. Ici, là, j'ai gagné avec mon schéma de jeu, mais sans que le point soit gagné grâce à une accélération. J'ai peut-être gagné grâce plus au placement ou à une faute de l'adversaire. Quatrième, on voit que là j'ai pris des exemples, les derniers. On voit bien qu'ici, à l'issue, on peut faire, si on joue 2 séries de 5 services chacun, eh bien on va avoir cette fiche-là qui va être doublée pour chaque joueur, et au fil des matchs de poule, on va pouvoir cumuler l'ensemble de résultats et voir quelle est l'efficacité de ce schéma de jeu. Voir si, quand on les a utilisés, est-ce qu'on a été plutôt efficace. Ici, on voit par exemple que sur 3 fois que ça a été utilisé, je valide ma série de services. Je gagne 3 fois sur 5, donc je valide ma série de services. Je rappelle que c'est un des fils rouges, donc ça c'est très bien. Et puis, je le valide en ayant 2 fois utilisé mon schéma de jeu, ce qui est plutôt très bien. Donc là, on a des indices qualitatifs qui nous permettent de pouvoir apprécier d'une manière relativement précise l'efficacité des schémas de jeu.
On peut, à l'issue de ces matchs par poule, faire un bilan, ajuster le schéma, améliorer les actions, les alternatives. Donc on peut retomber sur d'autres aspects de la petite boucle, peut-être sur la boucle qui consiste à améliorer les points directs parce que j'ai pas mis assez de points directs. Et on pourrait, si on avait le temps et si le niveau des élèves le permettait, on pourrait imaginer que les élèves travaillent sur un deuxième schéma de jeu de façon à enrichir les alternatives possibles et à augmenter l'incertitude. On voit donc au travers de ces 3 stratégies qu'on peut développer et différencier les apprentissages autour de cette forme de pratique. Il faut avoir pour cela en tête la forme de pratique, le savoir ciblé, l'objet d'enseignement ciblé et les savoirs qui organisent les petites boucles.